Merci beaucoup. Et pour terminer ces interventions, je vous propose d'écouter Agathe Seguin sur l'endoscopie bronchique robotique avec un usage à visée diagnostique et traitement. Quelles sont les perspectives? Donc vous êtes chirurgienne thoracique à Ambroise Paré. Bonjour à tous, merci pour l'introduction, merci Jean-Claude pour l'invitation. Il m'a demandé de sabrer un peu mon topo et en fait, comme il y a eu Sylvana juste avant et Steve, je pense que j'ai compris pourquoi. Je vais juste vous donner quelques messages clés. Donc effectivement, je suis chirurgien thoracique, je travaille à Ambroise Paré et je crois grandement dans le traitement endoluminal pour toutes les interventions que je réalise actuellement. Donc mon métier va se transformer. Du diagnostic au traitement, mes liens d'intérêt. Les messages ont déjà été donnés en grande partie par Steve, mais le cancer du poumon, effectivement, est un problème de santé publique majeur, avec actuellement la possibilité d'essayer d'en réduire le coût, éventuellement même financier pour la société par un dépistage, mais surtout le but c'est d'améliorer la survie de nos patients avec le dépistage, ce qui est pour l'instant en France de l'ordre du Moyen-Âge dans sa mise en place. Alors bien qu'il y ait des problèmes organisationnels, néanmoins nous les cliniciens, nous savons bien que le dépistage permettrait de détecter précocement des cancers et donc de faire un switch vers des stades précoces avec des traitements qui sont du coup curatifs pour nos malades au lieu de leur faire des annonces diagnostiques de métastases et avec une diminution significative de leur mortalité. En plus, ça bénéficie plus pour les femmes, ça c'est ma petite partie perso. Alors la situation en Europe, c'est que comme on vous l'a dit, il y a énormément de personnes qui pourraient être concernées par la mise en place de ce dépistage et qui sont à risque élevé de cancer du poumon. Et comme on vous l'a déjà dit, il y a très peu de réels programmes de dépistage mis en place. Bien sûr, on se confronte à d'autres défis qui sont des surdiagnostics potentiels, comment on va les traiter, la gestion de coût, efficacité du dépistage. Mais surtout, on a créé une nouvelle spécialité qui n'existait pas. Ça va être la nodulologie, c'est-à-dire la gestion des nodules trouvés sur des scanners, ce qui n'est pas anodin, puisque jusqu'à maintenant, on fait essentiellement de la surveillance radiologique de ces nodules et on a parfois peu de possibilités de diagnostic. Alors, je vais en venir évidemment à notre topo, qui est qu'on va développer d'autres outils comme le nez chimique, le nez canin, pour essayer d'aider au dépistage du cancer du poumon, mais que jusqu'à maintenant, la seule preuve du cancer qu'on en ait, ça serait d'en faire la biopsie. Et c'est là où l'assistance robotique est primordiale pour finalement réussir à mettre en évidence ces lésions tumorales à des stades extrêmement précoces. Et pourquoi c'est de plus en plus complexe de faire une biopsie? Comme on vous l'a dit, l'enjeu c'est la taille de la lésion. Là, on voit en Chine ce qui se passe. Au cours du temps, les patients sont détectés avec des cancers de plus en plus petits. D'ailleurs, en parallèle, sur la courbe de gauche, les chirurgiens ont déjà transformé les méthodes de technique de prise en charge de ces patients. Et on voit aussi la courbe jaune qui est très intéressante sur ma dernière photo du haut à droite. C'est qu'en fait, c'est les patients qui viennent eux-mêmes se faire leur scanner et qui améliorent leur survie. La taille tumorale, comme je vous l'ai dit, c'est un facteur clé de la survie, mais biopsier une lésion inférieure à 1 cm, c'était un peu un défi, et donc jusqu'à maintenant, on disait aux malades, écoutez, on va attendre parce que là, on a un peu de mal pour y aller. Pourtant, chaque minute compte, on vient de vous l'exposer, et donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'un développement majeur dans nos techniques de diagnostic d'endoscopie. Et malgré le fait qu'on développait ces techniques de navigation, notamment par exemple l'électromagnétique, le rendement diagnostique stagnait, ce qui quelque part était un peu contre-intuitif. On a introduit le robot, donc effectivement Ion, Monarch, Galaxy, mais là encore le rendement stagne un petit peu. Et pourtant, la navigation est plus aisée, on peut aller jusqu'à la plèvre, on peut aller dans des situations où jusqu'à maintenant on ne pouvait pas atteindre un nodule, on a diminué dans les tailles des nodules, c'était compatible avec d'autres diagnostics de confirmation, notamment la mini-sonde au cours de la lésion, de la procédure de navigation. Donc il restait quand même un problème, pourquoi avec un robot on n'arrive toujours pas, malgré ces énormes avantages qu'on vient de vous exposer, à faire un diagnostic. Alors, dans le monde, on avait quelques robots. En France et en Europe, je ne reviens pas sur le fait qu'on n'était pas encore très équipés. Et donc, ces études qui viennent ailleurs que de chez nous, le rendement stagne toujours. Et c'est simplement parce que le virtuel se confronte au réel, comme on vous l'a clairement expliqué. Tout est préparé sur de la planification préopératoire, mais en procédure, le patient est parfois dans une position différente, il va être ventilé dans une modalité différente que quand on lui a fait son scanner de repérage. Il va y avoir des modifications, des contraintes parfois géométriques de l'introduction de matériel à l'intérieur de ces bronches. Et donc, la cible virtuelle planifiée est très souvent décalée par rapport à la cible réelle.
réel. On avait donc besoin de corriger ce qu'on appelle la city-to-body divergence, qui est de recaler notre cible sur la cible réelle. Et ça, on le fait grâce à des méthodes d'imagerie. Et la clé, c'est que cette procédure guidée par l'image puisse en retour communiquer avec le robot pour pas seulement adjoindre un matériel de navigation robotique et de nouveau du matériel d'imagerie, mais de faire que le robot et l'image se communiquent ensemble pour que cette procédure puisse se recaler. Et c'est les avancées majeures qui sont survenues, notamment avec le robot Ion et son intégration avec différentes plateformes de Conbeam City. Le rendement diagnostique est enfin meilleur, c'était ce qui était attendu. Et donc, on va pouvoir passer maintenant du diagnostic au traitement. Parce que faire le diagnostic d'un cancer du poumon, quand maintenant c'est possible dans plus de 90% des cas, la difficulté qui se pose maintenant pour nous, les chirurgiens et les oncologues et les pneumologues, c'est est-ce que l'on continue de traiter nos patients de la même manière? Nous avons une voie royale d'accès à la tumeur. Est-ce que nous allons changer nos modalités de prise en charge? Il s'est développé en parallèle énormément d'autres modalités qui sont des alternatives à la chirurgie. La radiofréquence, le micro-ondes, la cryothérapie, la photothérapie dynamique, l'électroporation, j'en oublie probablement, des injections intratumorales, des nanomarqueurs, des nanorobots. On sait qu'en plus, certains de ces traitements peuvent avoir des effets synergiques. Du coup, le chirurgien commence à se demander où est sa place. On a essayé de la définir en 2024, d'avoir quelques guidelines pour garder notre place, mais c'est assez difficile finalement de se positionner. C'est d'autant plus difficile que le gold standard, en tant que chirurgien, ça reste la chirurgie. Je le crois fortement. On a pour l'instant toutes les études qui montrent que c'est les meilleures courbes de survie pour nos patients. Mais on est aussi confronté à des patients inopérables, des patients avec un deuxième cancer, des patients qui ont ces fameuses tumeurs de plus en plus petites. On doit épargner le parenchyme pour poursuivre la qualité de vie de nos patients. Et donc, bien que la chirurgie soit la pierre angulaire, dans nos anciennes études où les tumeurs étaient souvent de plus de 1 à 2 cm, qu'est-ce qu'on va faire de ces cancers qu'on va pouvoir peut-être maintenant traiter quand on en fait le diagnostic à 8 mm? Et donc cette étude toute récente qui montre que si la chirurgie reste supérieure, ça n'est plus la chirurgie oncologique actuelle qui est par exemple la lobectomie ou la segmentectomie, c'est le wedge. Et quand on voit ensuite cette autre étude qui est sortie cette année qui dit qu'un wedge et une technique ablative seraient équivalentes pour ces tumeurs de moins de 1 cm, on voit se profiler de nouvelles modalités de traitement. Et puis on est confronté, comme on l'a très bien dit aussi, aux patients qui souhaitent lui aussi qu'on change un peu nos manières de le prendre en charge. Les patients refusent des chirurgies, ils veulent des chirurgies mini-invasives, voire micro-invasives, voire pas du tout invasives. Et donc il faut bien qu'on réfléchisse à d'autres modalités de traitement. Et c'est là où le robot endoscopique initialement développé pour sa capacité diagnostique est en fait un magnifique outil pour traiter nos patients. Et ce que nous, on avait commencé à faire en électronavigation, où on fait de la thermoablation par voie endobronchique. Je vous passe un tout petit peu le film parce que j'ai promis de tenir le timing. On sait qu'en France, comme aux USA, comme en Asie, ça permet d'être sur des tumeurs actuellement de moins de 2 cm, efficaces dans le contrôle de la maladie. Les perspectives, c'est qu'en plus, c'est synergique par rapport à d'éventuels traitement. Traiter un patient par une thermoablation locale va vous permettre de mieux contrôler une lésion métastatique extrathoracique. C'était quelque chose d'absolument inattendu. Surtout si en plus vous le potentialisez avec soit de l'immunothérapie, soit d'autres traitements. Ce robot va vous permettre d'aller larguer éventuellement un petit radiopotentialisateur au sein de la tumeur et vous allez pouvoir favoriser une radiothérapie stéréotaxique par exemple en limitant les effets sur les organes de voisinage ou sur du tissu pulmonaire sain autour. Et c'est en plus coût efficace. Donc je pense que ça serait très intéressant de se pencher sur ces nouvelles alternatives. Et puis, peut-être la dernière avancée, c'est qu'on révolutionne nos modalités de réflexion concernant le cancer du poumon. Ce qui serait probablement le plus intelligent, c'est de traiter nos patients avant même que ce soit réellement tumoral, si on était en mesure de déterminer quelles sont ces lésions précancéreuses, un peu comme l'analogie du polype et de la dysplasie dans les cancers colorectaux. Si nous, on pouvait déterminer les patients qui avaient des lésions envers des polypes, par exemple, avec une probabilité relativement certaine d'évoluer vers un cancer, on pourrait se permettre probablement ce type de traitement. Je passe sur l'intelligence artificielle qui va nous faire naviguer toute seule dans les bronches pour conclure par le fait que
en fait, quand se révolutionne comme ça des modalités de prise en charge, parce qu'il y a conjointement des avancées technologiques, il faut forcément des pionniers. Et ces pionniers sont un peu des explorateurs dans une spécialité. J'aime bien ce mot du professeur Cribier. C'est celui qui a mis en place le TAVI, donc ces modalités de remplacement valvulaire par voie intravasculaire. Il disait qu'on est forcément confronté à du scepticisme, à des obstacles, mais que personne en plus ne peut croire que vous apportez quelque chose de nouveau dans votre spécialité. Et pourtant, mon conseil, n'abandonnez jamais. Et en fait, il avait raison, parce que quand on regarde et qu'on fait un peu d'histoire, en fait, le TAVI a mis 40 ans à se développer. De l'idée initiale à ensuite sa mise en œuvre sur des patients qui étaient considérés à haut risque, jusqu'à ce qu'on se décide à le faire pour des patients intermédiaires. Et finalement, maintenant, pour des patients qui sont des patients en traitement de première intention. Donc nous, bien sûr, on est probablement au tout début d'une nouvelle ère, ce que j'appellerais des pionniers du nouveau monde. On est confronté à un problème de santé majeur, de santé publique majeur. Ce robot endoscopique est une réelle avancée importante pour faire le diagnostic, mais également pour guérir nos patients en leur proposant peut-être de déployer de nouveaux traitements avant même parfois des phases cancéreuses, avec une innocuité réduite et qui serait probablement coût efficace. Je vous remercie pour votre attention, je remercie ma nouvelle équipe et j'invite tous ceux qui sont intéressés au prochain congrès sur la thématique en janvier qu'on donne à Paris, donc c'est tout proche.